Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'exposition Comme des moutons au cœur du Quai des Savoirs. Donc cette année, on s'intéresse pour toute la programmation, toute l'année, au thème de la foule. Alors le sujet qu'on traite via l'histoire, via la sécurité, via les révolutions, via les foules numériques, les rumeurs, etc. Il nous semblait qu'il manquait quand même un grand angle mort dans l'exposition, c'était la question de la littérature. Comment est-ce que la littérature parle de la foule? Et donc, on s'est tourné vers notre célèbre ami Yves Le Pestipon pour poser cette question. Que pense la littérature? Que dit la littérature de la foule? Alors, il nous a dit, il y en a un qui en parle vraiment, c'est Baudelaire. Alors, aujourd'hui, on va écouter Yves Le Pestipon nous parler de la foule vue par Baudelaire. Et c'est dans le cadre de notre partenariat avec l'Académie des sciences, inscription et belles lettres. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci Marina. Voilà. Je vous annonce qu'on va embaucher Marina prochainement à l'Académie pour servir pour les présentations. Voilà. Elle est très très bien. Alors, effectivement, il y a cette exposition que certains d'entre vous ont vue sans doute, comme des moutons, avec une série d'éléments intéressants, très intéressants et interactifs. Et là, effectivement, en parlant avec Marina et Francesca, on s'est dit, effectivement, Baudelaire pourrait être intéressant, parce qu'effectivement, il y a un poème de Baudelaire, extrêmement connu des gens qui aiment bien Baudelaire, mais d'autres aussi, qui s'appelle Les Foules, et qui fait partie des petits poèmes en prose. Et dans ce poème qui s'appelle Les Foules, qui fait une page et demie, qu'on lira tout à l'heure, il y a une phrase très célèbre et un peu étonnante, qui sert de titre à cette conférence, « Jouir de la foule est un art ». Jouir de la foule est un art. Et on va essayer de réfléchir un peu sur cette idée très bizarre de Baudelaire. Et d'abord sur le mot « foule ». Parce qu'effectivement, jouir de la foule est un art, et aussi dans le thème que traite le Quai des Savoirs depuis quelque temps, il y a ce mot foule, la foule. Alors, la foule est un vieux mot français. C'est un vieux mot français. On le trouve depuis très longtemps, on le trouve au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, des gens définissent la foule. Un certain Jean de Meung dit que la foule est une sorte de presse. Et puis, on le trouve évidemment dans les textes littéraires, on le trouve chez Rabelais, les moutons, on va les retrouver. Et on le trouve très bien défini, d'une certaine façon, dans un dictionnaire du XVIIe siècle qui s'appelle le dictionnaire de Furetière. À la fin du XVIIe siècle, vous savez qu'il y a une académie qui se crée, qui s'appelle l'Académie française, et qui se met au travail. Elle se crée en fait en 1637-38. Et elle se met au travail donc assez rapidement, donc 40 à 50 ans plus tard, elle n'a toujours rien fait. C'est des académiciens, c'est normal, je sors de l'académie. Et parmi les académiciens, le travail c'était de le faire en dictionnaire. Voilà. Parmi les académiciens, il y en avait un qui était très ambitieux, qui s'appelait Furetière, et qui se dit, il y a de l'argent à faire, un dictionnaire. Et il sort à toute allure, en 1696, un dictionnaire académique, alors, dans lequel il y a des définitions magnifiques, dont celle de la foule. Ça a réveillé les autres académiciens, qui ont fait un procès, bien sûr, et qui ont immédiatement terminé leur propre dictionnaire. Alors, dans ce dictionnaire de Furetière, qui vraiment fait date pour la littérature française, pour l'histoire de la langue française, parce que ce n'est pas tout à fait le premier dictionnaire français, mais c'est le premier vraiment très, très savant, il définit effectivement la notion de foule, elle apparaît tranquillement, et il dit, voilà, la foule, c'est une presse qui est causée par l'arrivée de plusieurs personnes en un même lieu. Une presse qui est causée par l'arrivée de plusieurs personnes en un même lieu. Et très bien, c'est une très bonne définition et qui permet de s'éloigner de l'idée que la foule, ce serait simplement un nombre, c'est-à-dire une quantité. Il y a le mot presse. Il ne faut pas simplement qu'il y ait une quantité, il faut qu'il y ait pression et il faut qu'il y ait un même lieu. En effet, par exemple, 1 milliard de Chinois vivant en Chine, ça ne constitue pas une foule. Mais par exemple, s'il y avait 300 personnes dans la salle ce soir, supposons, voilà, on dirait que c'est une foule, parce qu'ils sont pressés, un peu trop nombreux dans la salle que cela. Et éventuellement même, s'il y a simplement 20 Belges dans une de chevaux, comme dans une certaine blague belge, ça suffit pour constituer déjà une foule. Et donc la foule, c'est effectivement, il y a un espace, il y a une pression, et il n'y a pas un nombre, c'est-à-dire qu'1 milliard de Chinois dispersés en Chine ne constitue pas une foule, mais simplement 400 Chinois concentrés dans une petite place quelque part dans une petite ville de la Chine, ça va constituer une foule, véritablement. Voilà. Et donc, cette idée de presse, elle est importante parce que c'est une idée un peu négative, la presse. Parce que si on réfléchit un petit peu, on aime bien respirer, on aime bien avoir de l'espace, on aime bien être solitaire, on aime bien tout le contraire de ce que c'est qu'être pressé. Et pressé un peu dans les deux sens. Pressé, c'est-à-dire serré, écrasé à moitié, on n'est pas vraiment à l'aise, enfin tout ça. Et pressé aussi un peu dans le temps. Voilà. C'est quelque chose qui ne nous convient pas, être pressé véritablement. Ça ne nous convient pas et on verra que ça peut nous convenir. Et donc, effectivement, la foule,
c'est effectivement, comme le dit déjà Furetière, un regroupement d'êtres humains qui se pressent dans un même lieu, des personnes. Et effectivement, la foule, ça ne marche pas tout à fait pour un troupeau de rennes ou pour un banc de poissons. On va difficilement dire il y a une foule de sardines dans la mer. Non, non, il y a des bancs de sardines. Voilà. La foule est une sorte de catégorie qui permet de définir des regroupements d'êtres humains, hein, voilà, qui est tout à fait important. Et il n'y a pas une foule d'atomes, il n'y a pas une foule d'électrons. Voilà. Ou si on le dit, c'est métaphorique, il faut un petit peu maladroite, on le sent bien. Donc une foule d'hommes, de femmes, d'enfants, de vieux, enfin peu importe, de Chinois, de Turcs, voilà, même une foule d'ermites, peut-être, si 400 ermites se rencontrent au même endroit, un colloque d'ermites, ce sera une foule d'ermites. Donc aucune importance qu'on soit vieux, jeune, homme, femme, homosexuel, vieux, barbu, pas de barbe. On peut constituer des foules, mais il faut être un être humain. Et alors, Furetière ajoute quelque chose d'un peu intéressant. Pour donner un exemple du sens qu'il donne à foule, un homme s'est tiré de la foule pour dire, c'est une expression toute faite, un homme s'est tiré de la foule pour dire qu'il excelle en quelque chose, qu'il est signalé au-dessus des autres. Et donc, on voit bien qu'il y a là l'opposition entre un individu qui s'est tiré de la foule, qui est extraordinaire, d'une façon ou d'une autre, il s'est signalé par rapport aux autres, et ça, c'est pensé comme positif. Donc celui qui est dans la foule est plus ou moins négatif, et celui qui a réussi à sortir de la foule, hein, de cette espèce de presse où des tas de gens sont dans le même lieu, et qui s'est distingué, donc celui qui est monté, comme moi, là, sur la tribune, d'une façon ou d'une autre, hein, celui qui est monté sur une colonne peut-être, enfin voilà, ou celui qui a une idée que les autres n'ont pas, eh bien celui-là, il sort de la foule, et celui-là est singulier. Et donc, effectivement, la foule, c'est l'espèce de fond sur lequel se distinguent un peu les autres. Alors, regardez un peu ce tableau là que je vous ai mis là, le premier. Alors, je vais essayer de le faire fonctionner, si j'y arrive. Ah, alors ça, c'est le deuxième. Hop, ça, c'est le troisième. Et donc, évidemment, hop, je vais faire le contraire de ce qu'il faut faire. Ah, voilà, je reviens en arrière. Voilà, c'est très bien. Donc là, voilà un tableau tout à fait ancien que vous connaissez sans doute. C'est un tableau de la fin du XVe siècle, tout à fait début du XVIe siècle. Donc c'est un tableau d'à peu près 1500 qui est signé par Jérôme Bosch. Donc Jérôme Bosch, on le connaît pour ses tableaux fantaisistes incroyables, le Jardin des Délices ou autres qui se trouvent par exemple au musée du Prado en Espagne, mais il y en a bien ailleurs. Et donc ce tableau, il n'a pas de titre vraiment. En général, on l'appelle le portement de croix. Alors c'est le portement de croix parce qu'en effet, si vous regardez, au milieu, vous avez un type qui est plus ou moins pâle, qui est le Christ avec une couronne d'épines sur la tête. Et il dort plus ou moins, enfin, il n'a pas l'air très, très présent à son monde. Et puis il y a la croix, hein, voilà. Et lui, on va dire, il est relativement beau, enfin si on peut dire beau. Il a le visage lisse, il a un nez plutôt sympathique, il a l'air assez calme. Enfin bon, voilà, il dort à moitié, mais enfin voilà. Tous les autres autour, ils forment une foule. Et tous, ils sont pressés les uns contre les autres et ils pressent ce personnage. Et ils sont beaucoup plus colorés. Hein, on voit bien, il y a des couleurs diverses et variées. Ils ont généralement des sales gueules, des gros nez. Certains ont l'air très méchants. Et donc, au milieu de cette foule hein, qui est constituée, dans cette foule même, il y a un personnage qui se distingue absolument, qui est le Christ. Et on le reconnaît du premier coup. Hein, voilà, c'est le Christ parce qu'il a un visage effectivement du Christ, parce qu'il a un visage très différent, calme, en beauté, qu'il est relié par cette croix énorme. Et donc, quelque part, c'est bien une sorte d'illustration quelque part de ce que nous dit Furetière. Celui-là seulement se distingue, s'extrait de la foule, il est tiré de la foule, bien qu'il soit dans la foule. Donc voilà, il ne regarde pas la foule, il n'en fait rien, la foule, c'est rien autour de lui, il ferme les yeux. On verra que c'est l'inverse évidemment de Baudelaire. Celui-là, le Christ, ne jouit pas de la foule, bien entendu. Il est au milieu de la foule, et il va être massacré. Voilà, c'est comme ça. Bon, après, il ressuscite, ça va bien pour lui. Voilà, c'est le début de sa gloire. Mais quand même là, la situation est un peu grave. Et donc, il ferme les yeux, il ne jouit pas de la foule est tout autour, et il s'absente à cette horrible chose qui est la foule constituée d'horribles gens qui s'empilent les uns les autres. Et donc, on a effectivement une image de la foule qui est cette idée d'une presse, et ces gens qui sont pressés, serrés à l'intérieur d'eux-mêmes par tous leurs vices, etc., on les voit hein, véritablement là, contraste avec ce personnage très calme, on va dire presque très zen, si ça a un sens de dire que le Christ est zen, au milieu de cette foule qui est là. Alors, un peu après, le mot foule, il apparaît dans un texte très célèbre de Rabelais, et dans un passage très célèbre qui concerne les moutons de Panurge. Et quelque part, l'exposition qui s'appelle effectivement Comme des moutons fait référence, enfin je suppose, précisément à ces moutons de Panurge. Alors là, on est effectivement au milieu du XVIe siècle. Bon, Rabelais fait plusieurs ouvrages, et à l'intérieur de son livre, il y a l'épisode qu'on appelle des moutons de Panurge. Donc on sait à peu près l'histoire. Il y a Panurge qui est sur un bateau, et puis il y a un marchand sur un autre bateau qui l'embête un petit peu. Alors il monte dessus, et ce marchand a des moutons, et Panurge est très méchant. En fait,
il est bête et méchant. Enfin, c'est vraiment un type d'harakiri, enfin, de choses comme ça. Et donc, pour se venger de ce marchand qui est là, il a l'idée de pousser à la mer un des moutons. Et alors, tous les autres moutons vont imiter le mouton, le mouton, le mouton. Et la foule des moutons, c'est représenté là par un texte, par une image du 19e siècle, vont effectivement se jeter les uns les autres dans la mer. Et effectivement, le mot foule apparaît sous la plume de Rabelais. Il écrit ainsi, je lis simplement du Rabelais, la foule était à qui premier, parmi les moutons, à qui premier ils sauteraient après leurs compagnons. La foule était à qui premier ils sauteraient après leurs compagnons. Donc cette idée, donc, la foule des moutons, bien sûr, était à qui premier, le premier des moutons qui sauterait après leurs compagnons. Et donc la foule est marquée par une catégorie pensée comme négative, l'imitation. C'est-à-dire, effectivement, le mouton imite l'autre mouton, qui imite l'autre mouton, qui imite l'autre mouton, et au bout du compte, c'est la catastrophe. Et donc, il y a cette idée qui est un peu différente de l'idée de presse, qui est l'idée que dans la foule, il n'y a pas d'autonomie de pensée, il n'y a pas d'esprit critique, puisqu'on s'imite les uns les autres, et on va faire tout ensemble, on fait bloc, et à ce moment-là, on meurt tous, évidemment, au bout du compte. Et donc, la foule est une image qui est, on va dire, négative. On est pressé, on s'imite les uns les autres, on a volontiers des sales gueules, et ça vient s'opposer évidemment à l'image de l'espèce de héros, en quelque manière, qui est le Christ, le personnage qui lui-même est heureux. Alors, opposé à tout cela, va-t-on dire, effectivement, opposé à ce discours très long sur la foule, ce que va nous faire Baudelaire, jouir de la foule est un art. On va dire que là, on a quelque chose qui est vraiment le contraire de cette tradition très, très longue, très ancienne, et qu'on trouve aussi chez La Fontaine, par exemple, quand le mot foule apparaît. Il est question de faire rimer le mot foule avec le mot poule, hein, parce qu'il y a un coq qui est très glorieux. Alors à ce moment-là, il y eut des femmes en foule. Les femmes en foule, ce sont les poules. Et donc la foule est constituée de poules. Et évidemment, La Fontaine sait très bien que le mot foule n'est pas très joli en langue française, parce que foule, sous, le cou, le poule, le poule, le doux, le moule, etc. Enfin, vous n'avez pas d'associations qui sont extraordinairement positives dans la langue française. Et pareil, évidemment, chez Voltaire, chez Diderot, dans tout le XVIIIe siècle, quand on évoque la foule, on n'aime pas trop la foule, c'est les gueux, c'est la tourbe, enfin c'est tout ce que vous voulez dans ce genre de négatif. Alors, les choses vont changer, on va dire, à la transition entre XVIIIe et XIXe siècle, parce qu'il va se passer un événement très important, enfin deux, mais ils sont liés l'un à l'autre. L'événement numéro un, c'est la Révolution française. La Révolution française qui fait qu'il y a une foule de gens, effectivement, qui prennent la Bastille, et donc des gueux, les mêmes que ceux qui sont autour du Christ, mais cette espèce de foule de gens qui prennent la Bastille et qui ensuite vont faire toute une série de manifestations, qui vont renverser la monarchie, puis ensuite renverser la République elle-même, de cette manière. Cette foule de gens qui vont constituer les armées de la République, la bataille de Valmy, hein, c'est une foule de gueux qui sont là-dedans. Eh bien, il y a cette idée très étrange, c'est que la foule peut être une force politique positive. Et à ce moment-là, la foule va être remplacée volontiers par le mot peuple. La foule, c'est le peuple. Ce n'est pas le peuple. La foule, c'est très négatif. Le peuple en foule, c'est un peu négatif encore, mais la foule qui peut renverser quelque chose, et donc ça continue encore cette idée-là. Si, je ne sais pas, l'autre jour, 500 000 personnes avaient acclamé Marine Le Pen, une foule, donc, elle aurait été très contente, elle aurait dit la foule était là, voilà, ce n'était pas vraiment le cas, c'est plus embêtant pour elle. Mais donc, on sait bien qu'effectivement, dès qu'il y a une manifestation où il y a une foule, il y a cette idée politique qui date de la Révolution française, en France et en Europe, qu'une foule peut être effectivement un grand mouvement politique qui va vers quelque chose de nouveau. Donc on peut trouver bon ou qu'on peut trouver mauvais, mais qui a une force politique d'action novatrice, véritablement. Ce qui n'est pas le cas des moutons de Panurge. Les moutons de Panurge n'ont aucune vertu politique, ils tombent dans la mer, ils se noient, tant pis pour eux. Alors, il y a la Révolution française, les guerres de l'Empire, les armées énormes, hein, voilà, les batailles considérables avec des foules de soldats. Hein. Je lisais l'autre jour des choses sur la bataille d'Eylau, on voit que c'est des milliers de morts, des armées considérables, donc des foules, hein, véritablement, qui sont là et qui font l'histoire, et cette idée-là. Foule associée à peuple. Et puis un autre événement qui est lié à la Révolution française, qui est le début du romantisme, alors qui est en partie lié à la Révolution française, en partie lié à des mouvements des idées en Europe plus anciens que la Révolution française. Et le romantisme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quelque part une drôle d'idée. Alors, voilà une foule. Alors, et voilà un personnage romantique par excellence. Je reviens un peu en arrière. Le voilà. Un personnage parfaitement romantique, tel qu'on peut se l'imaginer. Voilà Victor Hugo. Alors, vous avez un énorme rocher. Là, on est à Guernesey. Donc, on est environ en 1854-55. Vous savez que donc Victor Hugo s'exile à ce moment-là
parce qu'il refuse le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, donc il va créer l'Empire véritablement. Louis-Napoléon Bonaparte qui avait été élu, et d'abord Victor Hugo n'était pas hostile à Louis-Napoléon Bonaparte, mais ce coup d'État, il n'en veut pas, et donc il va s'exiler à Guernesey, puis à Jersey, et là, sur les rochers, tout seul dans son île, il se fait faire photographier volontiers. Alors voilà une des photos qui montre Victor Hugo, pas prise par lui. En général, il est commandité lui-même. Il y en a une très belle, c'est pas celle-là, où il a écrit en dessous Victor Hugo, il est sur un rocher, Victor Hugo dialoguant avec Dieu. Et donc c'est une image du héros solitaire, positif, à l'égard, on va dire, des grands axes. Et alors en voici un autre romantique, donc c'est un peu plus tôt, c'est un tableau allemand le peintre s'appelle Friedrich, et donc ce tableau c'est par-dessus la mer des nuages, voilà une traduction qu'on peut donner, c'est le promeneur par-dessus la mer des nuages. Donc la mer des nuages, on la voit, donc il y a un type qu'on ne connaît pas, donc un homme, bon voilà, on va dire qu'on a envie de dire un petit peu romantique, avec sa tenue noire, ses cheveux un peu qui volent le vent, et tout seul dans une montagne quelque part, on ne sait pas où, en Bavière, où on veut, il regarde un immense paysage, et donc ce qui est valorisé là, c'est la solitude absolue. C'est donc un homme remarquable, le poète, éventuellement Napoléon, voilà si on veut, le grand musicien, le grand peintre, peu importe, qui est face à quelque chose très 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 loin de la foule. Très 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 loin de la foule. Alors cette idée-là, le romantisme l'a cultivé considérablement. Le héros romantique se pense comme volontiers seul. Voyez, chez Baudelaire par exemple, l'albatros, qui est au-dessus des nuées, qui une espèce comme un goéland, voilà, enfin c'est un albatros en réalité. Et donc il se rit de la foule, il se rit des gens. Il est isolé complètement. Alors cette idée, elle est vraiment fondamentale et quelque part effectivement le génie, le génie romantique, qui peut être un musicien, qui peut être tout ce qu'on veut, un homme politique éventuellement, et même une femme, enfin tout ça est possible, voilà, et quelque chose qui est tout à fait à l'extérieur de la foule. Et pourquoi? Parce que le romantisme, il faut s'en souvenir, à l'origine est un mouvement contre-révolutionnaire, extrêmement catholique, extrêmement refusant la révolution, c'est-à-dire refusant le peuple au départ. Le jeune Victor Hugo, et le jeune Lamartine, bien entendu, et le jeune Vigny, et tout ça, sont des gens qui apparaissent après la Révolution française, qui sont catholiques, ultra-conservateurs, et qui dénoncent la Révolution française comme étant quelque chose d'abominable, véritablement, parce que, évidemment, la foule a trahi, en quelque manière, l'idéal parfait qu'on pouvait rêver. Voilà, qu'on pouvait rêver. Et donc, on va opposer à cela la figure du génie, plus ou moins inspiré, éventuellement zarathustrien, enfin, quand on va un peu chez Nietzsche, des gens comme ça. Alors là, on est dans une sorte d'histoire intellectuelle, enfin plastique, de cette notion de foule en rapport avec la solitude et en rapport avec la notion de peuple. Victor Hugo a une formule très très forte pour dire son mépris de la foule, contrairement éventuellement au peuple, et c'est formule un peu plus tard, quand il dit il arrive parfois que le peuple se fasse foule. Quand le peuple et peuple, c'est-à-dire quand il est une pensée organisée pour lui vers le progrès. Voilà, on est dans Victor Hugo de 1850. Vous savez que Victor Hugo, qui est d'abord très royaliste, très conservateur, devient une sorte de gauchiste à l'époque. Voilà, il commence par voter, je ne sais pas, Action française, et il vote Mélenchon à la fin. Enfin voilà, c'est voilà, une sorte d'évolution comme ça qui est assez rare, étonnante et remarquable de Victor Hugo. Donc il y a plusieurs Victor Hugo. Si vous voulez, il y a le Victor Hugo des Geoffroy à Toulouse, quand il reçoit un prix en 1817, il le reçoit à Toulouse. Enfin, il reçoit un petit prix parce qu'il est effectivement correspondant exactement avec l'image qu'à l'époque on se fait de Toulouse, ville catholique, royaliste, tout ce que vous voulez. Et puis ensuite, on n'en parle plus à Toulouse, parce qu'effectivement, il n'adhère plus à cette idéologie et il devient autre. Alors, donc, il y a ces deux images qui vont jouer pour Victor Hugo et pour Baudelaire, qui vient un peu après. Baudelaire arrive avec une histoire de cette notion de foule, une histoire qui vient contradictoire. D'un côté, la foule, c'est la tourbe, c'est affreux. D'autre côté, la foule, c'est parce que c'est affreux, parce qu'on se presse, parce qu'on est déformé, parce que tout ce que vous voulez dans ce genre. Et donc, le génie est loin de la foule. D'autre part, effectivement, il y a cette vieille histoire politique. C'est que la foule, quand elle n'est pas le peuple, en tout cas quand elle prend un sens, c'est aussi une forme d'action extraordinaire éventuelle. Voilà. Et Baudelaire, quand il arrive à la conscience poétique, est un lecteur d'un auteur américain qui s'appelle Edgar Poe. Alors Edgar Poe donc, est un type qui écrit vers 1820-1830 des contes tout à fait extraordinaires que Baudelaire va traduire, qu'il va imiter beaucoup. Et l'un de ces contes s'appelle L'homme des foules, en tout cas en traduction française. Et dans L'homme des foules, qu'est-ce qui se passe? Il y a un personnage qui regarde par-ci par-là des gens qui sont dans la foule avec intérêt, et puis il en voit un
qui a l'air un peu bizarre. Et vous savez comme on fait quand on voit une foule, quand il y a quelqu'un d'un peu bizarre, on a envie d'avoir des nouvelles, de savoir. Et une des techniques, c'est éventuellement de le suivre. Et puis donc, il suit ce personnage à droite, à gauche, il va voir ce qu'il fait. Et puis, il le suit, et puis il ne fait pas grand-chose. Il le suit, et le type ne fait rien. Il est juste, il va de manifestation où il y a du monde à une manifestation où il y a du monde. Voilà. Et Edgar Poe, on conclut que ce type, sa passion, c'est d'être l'homme des foules. Il est simplement l'homme des foules. Sa passion, c'est la foule. Et donc, dans la foule, il y a quelqu'un de suffisamment fou, en quelque manière, pour être assez intéressant par ailleurs, parce qu'il est l'homme des foules. Alors, ça va beaucoup frapper Baudelaire. Il y a quelque chose peut-être d'intéressant dans les foules qui n'est pas l'aspect politique, que le peuple qui transforme le monde, enfin, etc., Mélenchon, Marine Le Pen, enfin, qui vous voulez, enfin, voilà, la foule qui avance et qui transforme le monde, international, voilà, enfin, tout ce que vous voulez. Hein, voilà. Tout ça, ça remonte à la Révolution française. C'est pas ce qui intéresse Baudelaire. Et il n'a pas non plus cette idée que la foule n'a aucun intérêt, hein, voilà, qu'elle est affreuse, moche et tout et tout. Il y a cette idée qui sort de Edgar Poe et qui sort d'un certain nombre d'auteurs qui sont des romantiques en fait, mais qui ne sont pas des romantiques au sens poétique directement, comme Balzac en particulier. Balzac aime bien présenter des personnages qui regardent dans la foule, et dans la foule, il y a un personnage très étrange qui apparaît et qu'on va suivre, et c'est le début d'un roman, le colonel Chabert ou d'autres gens de ce genre. Balzac est très sensible à cette idée que dans la foule, il y a en fait ce qu'on a un mot moderne, de la diversité, enfin mot moderne et ancien lui-même. Et Baudelaire va faire une espèce de mélange un peu à partir de tout cela, et se dire que peut-être il y a quelque chose d'intéressant dans les foules qui va être de pouvoir découvrir un monde autre alors qu'il est là présent. Alors il va trouver un peintre qui va lui donner l'image de cela de manière très bonne. C'est un peintre qui s'appelle Constantin Guy. Constantin Guy est un peintre un peu oublié, il y en a quelques-uns au musée d'Orsay. Il est convenu un petit peu de trouver que ce n'est pas un très grand peintre, mais bon, c'est un peintre qui vit dans les années 1840 et suivantes, et que remarque Baudelaire. Et Constantin Guy fait des tableaux un peu flous, dans lesquels il y a beaucoup de personnages qui sont dans la foule. Hein, voilà, il y a des ponts, des fêtes, de la foule. Constantin Guy invente un genre pictural nouveau qui est peindre la foule. Peindre la foule. Alors on sait que ça a continué. Hein. Ensuite, Renoir a fait beaucoup de tableaux qui représentent la foule, Caillebotte et autres. Avec cette idée, on regarde effectivement un endroit, par exemple un pont de Paris chez Renoir, et on photographie, on peint hein, au fur et à mesure ce qui se passe dans la foule. Et on regarde cela. Il y a quelque chose de fascinant de regarder cela. Et Constantin Guy plaît beaucoup à Baudelaire, qui écrit dans des textes critiques son admiration pour Baudelaire, pour Constantin Guy, comme étant un peintre des foules, et du fait qu'il y a quelque chose d'intéressant dedans. Et alors, c'est au croisement de cette nouvelle d'Edgar Poe qui fascine Baudelaire et de l'influence de Constantin Guy qu'il va composer un poème qui s'appelle « Des foules ». Alors, ce poème qui s'appelle « Des foules », Baudelaire l'a mis dans ce qu'on a appelé, après sa mort, les petits poèmes en prose, ou plutôt le spleen de Paris. Alors, Baudelaire naît en 1821, donc il naît l'année où meurt Napoléon. Et vous savez qu'aujourd'hui, on célèbre la bataille du 10 avril 1814, la grande bataille de Toulouse. Il faut toujours avoir une pensée pour la bataille du 10 avril 1814, qui est la dernière bataille napoléonienne avant la bataille de Waterloo. Et donc, c'était en 1814. Et donc, Baudelaire naît en 1821, au moment où Napoléon meurt à Sainte-Hélène, et il meurt en 1867, et donc il meurt très jeune. Et à ce moment-là, il a publié un certain nombre de textes dans des journaux, des articles critiques, des choses comme ça. Il a publié un livre qui a fait scandale, qui s'appelle « Les fleurs du mal » en 1857. Donc un très gros scandale. C'est la même année que Madame Bovary. C'est les deux grands scandales de la littérature à ce moment-là. On est au début du Second Empire. C'est un très grand scandale. Baudelaire est immédiatement célèbre. En même temps, il est obligé de réduire son poème, de modifier, enfin de jouer un petit peu. Il a publié quelques textes qu'on appelle parfois les paradis artificiels ou autres, mais il n'a pas publié grand-chose en réalité. Il a beaucoup de textes sous le manteau, des sortes de journaux intimes, des fragments qui seront publiés sous le titre de Fusée, par exemple, plus tard, des textes vraiment géniaux. Et puis, il a en chantier un ensemble de textes qu'il appelle des poèmes en prose, donc qu'il accumule les uns côté des autres, et qui sont des poèmes qu'on n'a en fait jamais vus. Hein. Vous savez que la poésie est liée depuis très longtemps, depuis les Romains et les Grecs, à la forme du vers, hein,
que le vers soit un vers où on compte les syllabes, ou qu'on fasse d'autres systèmes, comme chez les latins ou les grecs. Donc avec le vers, c'est un système de choses qui reviennent sans arrêt, hein, ça s'en va et ça revient, c'est voilà, le vers. Voilà. Et puis, disons, toute une batterie d'images poétiques, bon, bien connues, la femme est comme une rose, le feu de l'amour, enfin des choses comme ça. Voilà. Et puis, des images, enfin des souvenirs poétiques qui sont toujours un peu les mêmes. On se souvient de Virgile, on se souvient des muses, on se souvient de tout ça. La prose, c'est exactement le contraire. La prose, elle va être du côté de la foule, hein, davantage. Là, on est plutôt du côté du vers. La prose va être plutôt du côté de la foule. Parce qu'en effet, la prose, c'est ce que je dis. Là, actuellement, je parle en prose, comme le bourgeois gentilhomme constate dans la pièce de Molière, bien connue, qu'il parle en prose et qu'il ne parle pas en vers. Et donc, si la prose, c'est du côté de la foule, et si la prose, c'est ce qu'emploie la foule, la prose n'a rien à voir avec la poésie, parce que quelque part, la poésie, elle se pense depuis très longtemps comme quelque chose, comme une liaison avec les dieux, avec les anges, avec les forces cosmiques, loin de la populace. Or, Baudelaire se dit, on pourrait peut-être faire des poèmes en prose qui essaieraient de rendre compte de la vie moderne. L'expression de Baudelaire, la vie moderne. Et il a un petit modèle qui s'appelle Aloysius Bertrand, qui est un poète qui serait oublié sans Baudelaire dans les années 1830, des poèmes en prose qui évoquent le temps jadis, le Moyen-Âge, un Moyen-Âge un peu de fantaisie. Mais il se dit, on peut faire quelque chose comme ça, et ça sera quelque chose d'absolument nouveau. C'est-à-dire de la poésie qui sera un peu comme les Fleurs du Mal par quelques thèmes. On va peindre des choses un peu terribles, mais qui inventera formellement, radicalement autre chose, en tout cas en langue française, puisqu'elle sera en prose, et qu'elle va traiter de sujets très divers, on va dire quotidiens, ordinaires, qu'on peut trouver dans les journaux, et de choses qui n'ont pas d'intérêt apparemment poétique. Typiquement, un objet qui n'a pas d'intérêt poétique, c'est la foule. La foule, c'est ou bien méprisable, ou bien, à la rigueur, c'est un modèle pour la révolution politique. Or, Baudelaire va composer ce poème que je vais vous lire maintenant, qui s'appelle « Les foules », qui est donc un poème en prose. Et on va essayer un petit peu d'en dire quelques mots, et vous allez voir que ça va pouvoir nous mener loin. Alors, Les foules, donc, voilà ce poème, qui est le poème 12 des Petits poèmes en prose, ou du Spleen de Paris. Donc, Baudelaire n'a pas contrôlé l'édition de ce livre, hein. C'est pour ça qu'il a plusieurs titres. Selon les éditions, vous ne trouverez pas toujours la même pagination, le même ordre. Les textes ne sont pas toujours les mêmes, parce que c'est à partir des manuscrits de Baudelaire, de quelques textes qu'il avait publiés, que les éditeurs successifs ont reconstitué ce qui aurait pu être le livre de Baudelaire s'il avait vécu 10-15 ans de plus. Mais vous savez que Baudelaire était syphilitique, qu'il prenait beaucoup d'alcool, des drogues diverses, qu'il n'avait pas une vie saine le moins du monde, qu'il était assez bizarre, et donc il est mort très jeune, il est mort avant d'avoir accompli complètement ce grand livre, qui serait Les Petits poèmes en prose, mais qui est un livre exceptionnel, hein, voilà, il faut vraiment lire et relire Les Petits poèmes en prose avec Les Fleurs du Mal et autrement. C'est un des livres les plus extraordinaires de la modernité. Les foules. Il n'est pas donné à chacun de prendre un bain de foule. Excusez-moi. Il n'est pas donné à chacun de prendre un bain de multitude. Jouir de la foule est un art. Et celui-là, seul, peut faire, aux dépens du genre humain, une ribotte de vitalité à qui une fée a insufflé dans son berceau le goût du travestissement et du masque, la haine du domicile et la passion du voyage. Multitude, solitude, termes égaux et convertibles par le poète actif et fécond, qui ne sait pas peupler sa solitude, ne sait pas non plus être seul dans une foule affairée. Le poète jouit de cet incomparable privilège qu'il peut à sa guise être lui-même et autrui. Comme ces âmes errantes qui cherchent un corps, il entre quand il veut dans le personnage de chacun. Pour lui seul, tout est vacant, et si de certaines places paraissent lui être fermées, c'est qu'à ses yeux, elles ne valent pas la peine d'être visitées. Le promeneur solitaire et pensif tire une singulière ivresse de cette universelle communion. Celui-là qui épouse facilement la foule connaît des jouissances fiévreuses, dont seront éternellement privés l'égoïste, enfermé comme un coffre, et le paresseux, interné comme un mollusque. Il adopte comme sienne toutes les professions, toutes les joies et toutes les misères que la circonstance lui présente. Ce que les hommes nomment amour est bien petit, bien restreint, bien faible, comparé à cette ineffable orgie, à cette sainte prostitution de l'âme qui se donne tout entière, poésie et charité, à l'imprévu qui se montre, à l'inconnu qui passe. Il est bon d'apprendre quelquefois aux heureux de ce monde, ne fût-ce que pour humilier un instant leur sot orgueil,
qu'il ait des bonheurs supérieurs aux leurs, plus vastes et plus raffinés. Les fondateurs de colonies, les pasteurs de peuples, les prêtres missionnaires exilés au bout du monde connaissent sans doute quelque chose de ces mystérieuses ivresses. Et au sein de la vaste famille que leur génie s'est faite, ils doivent rire quelquefois de ce qui les plaignent pour leur fortune si agitée et pour leur vie si chaste. Alors voilà un drôle de poème. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on appelle d'habitude un poème, si on se dit qu'un poème, c'est la courbe de tes yeux, fait le tour de mon cœur, quelque chose comme ça, voilà. Ou demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends, ouais, des choses en vers, et qui disent des choses aimables, des sortes de lieux communs. Voilà, l'amour c'est bien, les femmes sont belles, la mort c'est triste, hein, surtout la mort de ma fille, enfin, etc. Et qui vont chanter le paysage, voilà, les vers paradis des amours enfantines, pour prendre une formulation de Baudelaire. Là, on a quelque chose d'autre. D'abord parce que c'est en prose, en effet, parce qu'il y a des mots qui ne sont pas des mots poétiques. Multitude n'est pas un mot poétique. Foule n'est pas un mot poétique. Jouir n'est pas un mot poétique. Hein. Jouir est un mot laid. Hein, voilà, on peut le trouver très beau, hein, mais enfin, c'est un mot qui n'appartient pas au vocabulaire des poètes, normalement. C'est plutôt un vocabulaire soit des philosophes, soit des pornostars. Enfin, voilà, encore aujourd'hui, on va dire. Hein, voilà. Et donc, c'est un mot louche. Voilà, c'est pas un mot. Voilà. Et quand il y a jouir de la foule est un art, le verbe jouir n'est pas un mot poétique du tout, foule non plus, mais art, oui. Hein, voilà. Et là, donc, là, il y a un choc terrible entre trois choses. Un espace, celui de la jouissance, on voit à peu près ce qu'il peut être. Un espace qui est celui de la foule, hein, avec les dimensions politiques et morales qu'il peut y avoir. Et puis art, un autre espace esthétique. Et donc, c'est quelque chose comme une formulation paradoxale. Et le poème tout entier est un paradoxe, et une série de paradoxes. Il retourne des sortes de lieux communs pour faire dire autre chose. On va dire, si on se dit, par exemple, il y a une espèce de truisme actuellement qui est à la mode, la poésie c'est comme l'amour, la poésie c'est de l'amour, les poètes sont sympathiques, ils s'aiment, etc. Tout ça est faux, évidemment. Baudelaire n'est pas du tout sympathique, ni Rimbaud, et leur poésie n'a rien à voir avec l'amour. Hein. Voilà, ce poème n'est pas un poème d'amour, ça n'a rien à voir avec l'amour, pas plus que Agrippa d'Aubigné ou d'autres, hein, voilà, ou La Fontaine, c'est pas des poèmes d'amour. Si on vous dit la poésie c'est l'amour c'est la poésie, non, hein, c'est juste une thèse de communication, on va dire. Là, donc, on a du paradoxe. Alors, paradoxe, ça veut dire faire le contraire de la doxa. La doxa, c'est ce qu'on croit d'habitude. Hein, voilà, on est à peu près d'accord tous. Voilà ce qui s'enseigne en général. Bon, voilà, ça, c'est la doxa. Et elle peut être juste, elle peut être fausse, mais le paradoxe, c'est ce qui vient contredire effectivement cette opinion commune, qui souvent est fausse, qui peut être vraie éventuellement, mais le paradoxe vient dire le contraire de cela. Et là, donc, il y a un paradoxe formel, hein, ce n'est pas de la poésie en vers, c'est de la poésie en prose. Et puis, on vient nous expliquer, au fond, le contraire de ce qu'on a envie de croire d'habitude. Par exemple, il y a une référence à Rousseau, vous avez entendu dedans. Le promeneur solitaire et pensif tire une singulière ivresse de cette universelle communion. Il y a un grand texte de Rousseau qui est très admiré au XVIIIe siècle, au XIXe, enfin au XIXe en réalité, ou encore aujourd'hui, qui s'appelle Les rêveries du promeneur solitaire. Et Rousseau explique que, quant à lui, il se détourne de la foule, où il y a des gens qui sont un peu partout, qui sont tous plus ou moins mauvais, pénibles, à Paris ou ailleurs, pour aller rêver dans la montagne éventuellement, mais autour de Paris, à Armenonville ou ailleurs, là où il avait des hôtes l'invitaient à séjourner. Et donc le promeneur solitaire jouit de la beauté simple du monde. Hein. Voilà. Il regarde les étoiles, il regarde les plantes, il fait de la botanique, enfin, voilà. Et il jouit de lui-même, de sa propre pensée. Or, ici, ce n'est pas du tout ça dont il est question. Il est question de la foule. C'est-à-dire le promeneur solitaire, c'est celui qui se promène, non pas dans le parc d'Armenonville, dans les forêts du côté de Compiègne ou de Rambouillet, ou dans la montagne. C'est celui qui est au milieu de la foule. Et donc, il y a une sorte de paradoxe. Rousseau, promeneur solitaire, est pris de sa promenade dans la nature pour être mis à l'intérieur de la foule. Et là, on dit, mais oui, bien sûr, on va jouir. Mais on va jouir de quoi? De la foule. Alors, évidemment, c'est un peu curieux parce que jouir de la foule, c'est pratiquement l'inverse de la définition même de foule. Puisqu'on a vu que foule, c'est donc des personnes qui sont pressées, enfin empilées, serrées, les unes contre les autres, dans un même lieu. Et on va dire, bon, c'est plus ou moins l'inverse apparemment de la jouissance. Si je suis au milieu de la foule et que je suis pressé, serré, empêché de respirer et autres, eh bien, bon, la sensation pour l'humanité commune n'est pas celle de quelque chose d'intensément agréable. Voilà un petit peu l'idée qui est là. Et si je suis dans la foule, apparemment, je ne peux pas être un promeneur solitaire, puisque donc il y a des tas de gens qui sont autour de moi. Alors, la position sur laquelle rêve Baudelaire, en quelque manière, c'est d'être à la fois dans la foule et hors de la foule,
en train de regarder la foule. C'est ça à peu près la somme. C'est-à-dire celui qui regarde la foule tout en étant dans la foule. C'est-à-dire à peu près l'inverse de la figure du Christ qu'on a vu tout à l'heure chez Jérôme Bosch. Le Christ chez Jérôme Bosch est victime de la foule et il a les yeux fermés et il oublie, il est déjà au paradis, enfin il est déjà dans la maison de son père et il sait qu'il va revenir bientôt, voilà, après la résurrection des morts, bien entendu. Donc il est relativement tranquille de son point de vue. Là, le personnage baudelairien, le poète dont il est question, ne va pas être victime de la foule. Il est celui qui regarde la foule et qui jouit de la foule. Alors, il y a quelque chose là, on sent un peu pervers, parce que la foule n'a rien demandé. Hein, voilà. Si je jouis de quelque chose, je ne demande pas à la chose son avis. Hein, voilà. Ce n'est pas la même chose qu'un orgasme partagé, hein, si on veut risquer encore cette comparaison avec ce vocabulaire, mais que connaît très très bien Baudelaire, hein, véritablement. D'ailleurs, pour lui, il n'y a pas d'orgasme partagé, hein, c'est toujours comment dire, l'amour sexuel, charnel, véritablement, c'est un combat où l'un veut tuer l'autre. En réalité, il y en a un qui réussit à jouir de l'autre. Hein. Ça peut être l'homme, ça peut être la femme, ça peut être l'homme si c'est deux hommes, enfin, aucune importance. Mais c'est abominable hein, pour lui. Quand regardez ça, c'est l'horreur des horreurs, parce que chacun veut être le diable, véritablement, de l'autre. Hein. Voilà l'idée. Il n'y a pas cette idée de fusion, d'amour partagé, de choses de ce genre. Très bien, et ça a sa beauté aussi, c'est les fleurs du mal. Mais ici, jouir de la foule, c'est donc être celui qui voit la chose sans rien lui demander, et qui en tire un bénéfice, alors qui est plus qu'un bénéfice, qui est plus qu'un plaisir, qui est une jouissance. Alors le mot jouissance, je vais essayer de l'opposer au mot plaisir. Alors, celui qui a bien éclairé cette opposition et cette différence et qui le tire de Baudelaire, c'est un critique littéraire et grand auteur français qui s'appelle Roland Barthes. Il évoque dans un livre qui s'appelle « Le plaisir du texte » la différence entre les textes de plaisir et les textes de jouissance. Un texte de plaisir, dit-il, et il oppose le plaisir ainsi à la jouissance, c'est un texte qui nous plaît, qui nous convient et qui nous remplit d'aise. Donc il dit, voilà, le texte classique, alors un roman policier, par exemple, peut être un texte de plaisir, très bien, parce qu'il y a des bons, il y a des mauvais, enfin le roman policier classique, hein, il y a des bons, il y a des mauvais, il y a le commissaire machin, Maigret, si vous voulez, hein, qui est plutôt bon, même s'il est un peu douteux par certains côtés, et qui, à la fin, prend le méchant, et donc la vérité est rétablie, la justice est rétablie, après quelques épisodes qui nous pose problème. Hein, voilà. On est rassuré, la situation est favorable. Si le texte est bien écrit, s'il n'est pas trop long, s'il raconte une belle histoire, etc., on aura plaisir à le goûter. Le texte de jouissance, c'est autre chose, dit-il, parce que dans la jouissance, il y a autre chose que le plaisir, il y a la perte de soi à soi. C'est-à-dire, je ne me connais plus moi-même. Je suis passé à autre chose que... Donc, presque la jouissance, enfin, on le dit parfois, c'est une petite mort ou une grande mort complète. Donc, il y a quelque chose qui fait que je m'arrache à moi-même. Et donc, Barthes rapproche ça de Sainte Thérèse d'Avila, vous savez, donc, qui a les visions mystiques. Et hop, c'est l'extase, alors c'est l'orgasme, enfin, ce qu'on veut. Enfin, elle voit le Christ, l'image du Christ lui passe à travers le corps, enfin, tout ce que vous voulez dans ce genre. Mais ce qui est bien noté par Barthes, en effet, c'est que si on veut penser sérieusement ce dont il s'agit avec Sainte Thérèse d'Avila, il ne faut pas le penser en termes de plaisir. Elle n'a pas du plaisir, voilà, elle ne s'amuse pas comme ça. Voilà. En fait, elle est dans la jouissance, il y a quelque chose de terrible. Hein, c'est plus ou moins effrayant. Et donc, effectivement, jouir de la foule, Baudelaire l'emploie vraiment dans ce sens très précis, ce sens qui n'est pas avoir du plaisir être dans la foule, ou tirer bénéfice de la foule, ou tirer profit de la foule, c'est jouir. C'est-à-dire faire cette chose qui est presque dangereuse, qui est presque terrible. Et c'est pour ça qu'il compare ensuite, c'est l'artiste, le poète, à des gens qui sont des héros, des grands navigateurs, des gens qui vont des missionnaires au fond de l'Afrique ou ailleurs, hein, qui vont faire des trucs complètement dingues, que personne ne fait normalement, et qui vont renoncer pour faire ces choses-là, par plaisir véritablement, à la vie normale. Voilà, ils n'auront pas de fortune, ils auront une vie extrêmement chaste peut-être, mais ils seront dans une sorte de prostitution de l'âme en faisant même de la vertu. Donc ça, c'est les paradoxes baudelairiens. Mère Teresa, pour lui, serait peut-être la plus jouisseuse des femmes du monde, parce qu'elle renoncerait en quelque sorte au sexe, aux joies, aux satisfactions, ce que vous voulez, plus ou moins banal, à la vie ordinaire, pour avoir la jouissance absolue de se perdre et de se trouver infiniment dans le don absolu pour autrui. Hein, voilà, quelque chose comme ça. Et donc, pour lui, effectivement, il développe dans un poème qui s'appelle « Enivrez-vous », il n'y a pas de grande différence entre le salopard absolu qui tue tout le monde, et qui jouit de ça, et la sainte absolue qui fait le bien absolu et qui se perd dedans parce que le centre, c'est la jouissance. Hein, voilà. Et donc, on a cette notion très étrange, jouir de la foule est un art. Alors, en quoi est-ce que ça peut être un art ? Eh bien, on le voit bien
il y a le mot foule qui est rapproché du mot multitude. Hein, ce n'est pas le même. Tout à l'heure, en parlant de bain de foule, je faisais une erreur parce qu'il y a une sorte d'image convenue maintenant, un bain de foule. Emmanuel Macron a pris un bain de foule, Jacques Chirac aimait beaucoup les bains de foule, d'autres. Voilà. Bon. Là, il emploie le mot bain de multitude et jouir de la foule. Et bain de multitude est très bien parce que ça associe un terme concret, le bain, et un terme, on va dire, abstrait, presque mathématique, multitude, et jouir de la foule vient après pour comparer ça. Alors, jouir de la foule est un art, c'est préparé par multitude, parce qu'en effet, la foule, c'est une multitude. Une multitude, même si elle n'est pas immense, mais à un endroit, on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens. Hein, voilà. Ça peut être simplement 100 personnes, mais ces 100 personnes, si dans un endroit étroit, c'est une multitude. Ils sont vraiment trop, en quelque manière. Et donc, il y a une première dimension de cette jouissance, c'est d'être dans la multitude. Alors, c'est une des grandes idées de Baudelaire, c'est la dissolution de l'ego. Alors, c'est une idée qui vient d'Orient, au XIXe siècle. Vous savez que bon, la pensée, la philosophie occidentale, ça revient en partie à dire « moi, c'est moi, et j'ai envie d'être moi, plus moi que moi, c'est moi, je vais mettre mon image sur Facebook, c'est moi, vous avez vu, c'est moi, voilà, j'ai mangé ça au restaurant, moi, etc. Moi. Et moi, je suis différent des autres. Moi, j'ai les cheveux bleus, je suis rose, enfin, j'ai mangé des frites, enfin, etc. Enfin, peu importe. Et donc, j'affirme mon ego, mon moi. Il y a d'autres pensées très, très anciennes, orientales en particulier, mais pas simplement. Il y a des choses comme ça dans la tradition grecque, qui disent au contraire ce qu'il faut, vers quoi il faut aspirer, c'est d'éprouver qu'on est juste une ondulation dans quelque chose de beaucoup plus grand. Hein, je suis une vague dans la mer, il y a N vagues, et la vérité, et en même temps le plaisir, c'est d'arriver à accéder à cette sensation que je suis qu'une vague comme toutes les autres vagues, et que le reste est sans importance. Et donc, je suis une vague comme toutes les vagues, je ne vais pas mettre sur Facebook, je suis une vague comme toutes les vagues. Hein, voilà, je suis une vague, voilà. Et au fond du fond, je ne suis plus, pratiquement. Et dans la multitude, effectivement, c'est le premier aspect pour Baudelaire. Il y a ce moment où, au lieu d'être comme ce personnage tout seul face à la mer de nuages, j'ai le sentiment d'être plus rien, pratiquement. Il y a 1000 personnes autour de moi, 100 personnes, 10 000 personnes, 100 000 personnes. Je ne suis qu'un parmi tous ces gens qui sont là. Et donc, je suis débarrassé de mon ego. Alors, c'est-à-dire de mon ego, c'est-à-dire de ma vanité, de ma tradition, du fait que je suis un homme, que je suis une femme, que je suis vieux, que je suis jeune, que je suis de gauche, que je suis de droite, enfin, ce que vous voulez, enfin, voilà, de mon papa, de ma maman, enfin, n'importe quoi de ce genre. Voilà. Vous avez un film de Woody Allen où on voit Woody Allen marcher dans les rues de New York, dans la foule. Alors, tout va bien pour lui parce qu'il y a beaucoup de monde, mais hop, il y a un ballon géant qui apparaît dans le ciel, et c'est sa maman, le ballon géant, et qui lui dit « Woody, est-ce que tu as bien mis ta chemise? Est-ce que tu as bien mis tes chaussures? Woody !» Voilà, c'est affreux. Hein, voilà. D'un seul coup, lui qui était perdu dans la foule, qui était enfin libre, il y a sa maman, un énorme ballon, qui lui dit « Coucou, tu n'as pas mis tes baguettes, enfin, etc. Ta chemise n'est pas... » Enfin, voilà. Voilà. Ce que fait la maman, avec ma maman, fait comme ça. Voilà. Et donc, c'est absolument affreux. Et donc, effectivement, ce premier élément de la foule, ce premier aspect est très important. La foule, c'est ce qui, du coup, m'ouvre à l'infini, parce que je ne suis plus rien, c'est le paradoxe. Et pour Baudelaire, c'est central dans la poésie, c'est-à-dire la poésie, c'est le moment où, enfin ça commence véritablement au moment où j'arrive à me perdre par les parfums, où je me perds dans les cheveux d'une femme. C'est le grand poème La chevelure. Donc c'est pas, je m'empare pas de la femme, hein, c'est pas du tout l'idée de Baudelaire, hein, c'est je me plonge dans la chevelure de la femme, jusqu'au moment où je ne suis absolument plus rien, voilà, au milieu de ses cheveux, voilà, etc. C'est pas je possède la femme ou je sais pas quoi de ce genre. Voilà. Je collectionne pas. Baudelaire, c'est l'anti-Don Juan. Hein, d'ailleurs, bon, des fans de petites vertus lui suffisaient très largement. Enfin, voilà, à condition qu'elle soit quelque chose dans lequel il peut se perdre, une femme dans laquelle il peut se perdre le mieux. À ses yeux est plus ou moins imbécile, si possible noir, et ça va donner Jeanne Duval. Hein, c'est pas nécessairement politiquement correct, Baudelaire, hein, mais c'est comme ça. Voilà, il préfère Jeanne Duval et inversement, quand une certaine Madame Sabatier, qui était une femme très, très bien, tombe dans ses bras et qui était blanche et tout ce que vous voulez, il trouve que c'est aucun intérêt. Enfin, voilà, vraiment, elle est nulle complètement. Elle aurait dû rester ailleurs. Hein, voilà. Il vaut mieux Jeanne Duval. Et donc, premier aspect, la foule, c'est la multitude. Et deuxième aspect, la foule, c'est aussi la diversité. C'est-à-dire que s'il y a une foule, il y a énormément de choses à regarder. Alors, c'est un autre aspect qui est l'inverse de la tradition sur la foule. Ce n'est pas que la foule constitue un corps politique constitué qui va transformer le monde, mais dans la foule, il y a des noirs, des blancs, des gros, des maigres, des gens qui ont l'air fous, des gens qui ont l'air très sérieux, des femmes sublimes, enfin, tout ce que vous voulez. Tout ce qui intéresse
Constantin Guy, dans les tableaux, il représente les gens dans la foule, c'est-à-dire des visages multiples. Ceux qui ont vu peut-être l'exposition Caillebotte à Paris, au moins en catalogue, ont vu ces tableaux où il montre des personnages qui sont à une fenêtre, à un balcon, et puis ils regardent la foule qui est en bas, et ils se débrouillent pour dessiner très précisément les personnages qui sont dans la foule. Voilà, et ils sont tous intéressants. Non pas parce qu'ils sont plus ou moins monstrueux, comme dans les tableaux de Bosch ou de Bruegel, où ils sont tous un peu ridicules. Là, c'est des humanités qui sont l'impression qu'on a parfois dans le métro. On se met dans un métro, il y a la foule, hein, il y a 200 personnes dans le compartiment ou dans le truc. On est vraiment très serré, c'est vraiment une foule. Alors que bon, si on était sur une immense plage, ce ne serait pas une foule. Mais il y en a un qui est gros, il y en a un qui est maigre, il y en a un qui a l'air complètement idiot, il y en a un qui a l'air sublime, enfin ce qu'on veut. Enfin, voilà. Et on sent qu'il y a des vies possibles. Et là, il y a une sorte de jouissance parce qu'il y a des romans innombrables qu'on peut fabriquer. Alors, ça renvoie à un poème qui est juste un peu avant dans le recueil, qui s'appelle « Les fenêtres ». Et Baudelaire médite sur l'idée qu'il est beaucoup plus intéressant de rêver sur une fenêtre fermée depuis l'extérieur que de rêver depuis l'intérieur vers l'extérieur. D'habitude, on aime bien cette idée. Bon, je suis dans une pièce, n'importe, une chambre, et je regarde par la fenêtre le paysage, bon, le parc, voilà, la ville, enfin ce qu'on veut, le ciel étoilé et tout ça. Alors tout ça, bon, oui, pourquoi pas. Mais pour Baudelaire, c'est beaucoup plus intéressant d'être à l'extérieur et de voir une fenêtre fermée avec peut-être un peu de lumière qui apparaît, ou une femme qui fait quelque chose, et là, de l'extérieur, de s'inventer toutes les possibilités de ce qui se passe à l'intérieur. C'est pareil pour la foule. Ce qui est intéressant dans la foule, c'est que je ne connais personne. La foule qui est autour de moi, je ne sais pas qui c'est. Voilà, il y a des noirs, des blancs, des gros, des maigres, des hommes, des femmes, etc. Je ne peux pas mettre un nom dessus. Ce n'est pas mes copains. La foule, c'est beaucoup plus que mes copains. Et là-dedans, il y a des gens qui ont l'air intéressants ou pas intéressants, et je peux me raconter des histoires à l'infini. Et donc, à ce moment-là, je suis pris de nouveau dans un deuxième effet de multitude. Le premier effet, c'est je suis dissous dans la multitude, et c'est très bien. Et le deuxième effet, c'est qu'il y a tellement de possibilités qu'effectivement, alors là, je sors de l'esclavage du temps, je me raconte des romans, et je peux jouir véritablement. Et en même temps, ça n'a pas de sens. C'est complètement idiot parce que je ne vais pas écrire ces romans, je ne vais pas vivre tous ces amours possibles qui sont là. Vous savez, vous avez un poème de Baudelaire qui s'appelle « À une passante ». Hein, il y a la rue assourdissante autour de moi tourne hurler. Donc il y a une passante qui passe et soudain il y a une possibilité d'un amour qui est là, mais non, elle passe. Voilà, c'est pas possible. Je ne pourrais pas vivre tous ces amours. Évidemment, elle passe, elle se fiche de moi. Enfin voilà, mais je l'ai vue, elle m'a vu peut-être. Voilà. Mais la jouissance, c'est de savoir que c'est possible et que c'est impossible. Évidemment, je ne peux pas coucher avec toutes les femmes qui sont dans la foule, je ne peux pas rencontrer tous les hommes qui sont dedans, etc. Voilà. Donc c'est là le renversement. Et c'est une jouissance que Baudelaire qualifiera d'aristocratique, c'est-à-dire le contraire d'une jouissance populaire, c'est-à-dire ce n'est pas le fait de danser dans la foule, c'est le fait effectivement de jouir effectivement du fait que la foule est là, offerte, prostituée. Vous avez ce mot de prostitution dans le texte. Pour Baudelaire, la prostitution, c'est un mot d'éloge, hein, véritablement. Les femmes, et pas simplement les femmes, hein, le monde se prostitue devant nous, et c'est-à-dire se vend, s'offre, etc. Et tant mieux, c'est comme ça, c'est très bien. Il fait de la prostitution un véritable art. Donc c'est aussi dans les paradoxes du texte. Et donc on a là un texte, évidemment, qui n'est pas d'une grande moralité. Hein. Si on se dit que la moralité, ça serait, par exemple, de vouloir éduquer la foule, un point de vue peut-être de, je sais pas, de Jean Jaurès, hein, quand il s'adresse à la foule, qui veut empêcher la foule d'aller du côté de la guerre de 14, des choses comme ça. Ça, c'est un point de vue moral de l'homme politique, du prédicateur, du religieux, des choses comme ça, voilà, qui se dit la foule, c'est ça, mais on va l'amener à autre chose. Ou celui qui se dit la foule a une force de transformation de la nature, voilà, c'est une possibilité. Baudelaire, lui, c'est une autre idée. C'est effectivement de jouir de cet objet. Comme de Morand, il prétend pouvoir jouir des trains, de ces machines incroyables, comme il peut espérer jouir des femmes, et comme il peut espérer aussi jouir des mots, de la littérature ou d'autres choses. Alors, c'est assez étonnant dans le XIXe siècle, ce texte-là, parce qu'énormément de textes, à ce moment-là, évoquent effectivement la foule comme quelque chose de plus ou moins catastrophique, comme une réalité moderne qui apparaît. On le voit dans les romans de Zola, par exemple. Hein. Brusquement, il y a des grandes villes. Ce que Émile Verhaeren, poète contemporain de Baudelaire, mais belge, va appeler dans les villes tentaculaires, il y a des foules qui sont là, innombrables. Et ces foules sont synonymes du capitalisme, de l'oppression, de l'écrasement des masses ouvrières, etc. Et donc, on peut avoir pitié d'elles, on peut être effrayé par elles. Enfin, les positions sont opposées. Baudelaire a une autre idée, hein, qui est effectivement une idée aristocratique, insoutenable politiquement d'une façon ou d'une autre, hein, voilà, qui est jouir de la foule est un art. Voilà donc cette formulation. Mais pour Baudelaire, le poète est un penseur.
est un penseur qui excite à la pensée. C'est pas quelqu'un qui accompagne la pensée, c'est quelqu'un qui nous pince aux fesses en quelque manière, et qui nous dit mais pensez-y vraiment, peut-être bien que c'est ça hein, qui est notre vérité, et que peut-être notre vérité c'est là. Et alors on voit bien que chez Baudelaire, il y a l'idée que peut-être c'est un plaisir aristocratique de jouer de la foule, mais je vais un peu finir cette introduction là-dessus autrement, parce que on constate par ailleurs qu'il a tout à fait raison, et en même temps il se trompe quelque part aussi. On voit bien si on va sur les plages, je sais pas, du Languedoc ou n'importe lesquelles d'ailleurs, ou en Espagne ou ailleurs, les gens aiment énormément être dans la foule. C'est un peu paradoxal. Hein. Curieusement, il y a des gens qui vont dans un endroit solitaire, ça existe au sommet des Pyrénées ou on ne sait pas où, dans le désert de Calari, il y a une sorte de vertige du désert, mais on est quand même assez frappé quand on va sur la Côte d'Azur ou ailleurs, que dans les moindres criques, les gens s'accumulent les uns à côté des autres, que les gens aiment bien être dans les villes, que les gens aiment être dans les manifestations, que les gens adorent suivre le Minotaure, qui est un truc que moi je trouve à peu près idiot, mais bon, voilà, mais très bien. Il y a, je sais pas, 100 000 personnes qui suivent le Minotaure, ça n'a pas d'importance, et probablement une des jouissances d'aller suivre le Minotaure, outre le fait de voir cette machine incroyable, en effet, c'est d'être dans une foule qui suit le Minotaure et qui, au fond, est mimétique. Hein. Tout le monde sait bien, quelque part, que c'est un peu douteux, tout le monde sait bien que c'est, bon, peut-être de la politique, fiction, tout ce qu'on veut, très bien, mais il y a une sorte de jouissance à être dedans, et effectivement, peut-être que Baudelaire, à la fois se trompe et ne se trompe pas. Il se trompe quand il pense que c'est un plaisir aristocratique. Il est possible que ce soit un plaisir extrêmement partagé en réalité que de jouir de la foule. Et je pense que le 21e siècle est un temps où on aime bien jouir en fait de la foule, qu'on soit en France ou qu'on soit en Chine, et qu'il y a un plaisir des grandes accumulations et en même temps une détestation des deux, cette sorte de postulation double. À la fois on est fasciné par Friedrich et la solitude dans la montagne, noire ou blanche ou rouge ou verte, hein, voilà, à regarder les paysages, et en même temps les mêmes sociétés, les mêmes éléments qui rêvent de solitude au sommet des montagnes ou au fond des mers vont se précipiter dans des avions serrés, dans des ports où tout le monde est, et vraiment s'écraser, mourir dans des stades gigantesques, vous savez, le stade du Heysel, où les gens ont payé pour y être. Enfin voilà, c'est absolument abominable, mais il doit y avoir une jouissance à être dans ces foules incroyables qui sont là. Et donc, voilà le point, petite promenade hein, là-dessus, voilà. Sur quelques mots sur les foules et sur Baudelaire. Voilà. Alors, je vous conseille beaucoup de lire les petits poèmes en prose de Baudelaire. C'est vraiment une lecture incroyable à tous les âges de la vie. Et chaque fois, on y découvre beaucoup d'autres choses. Et on découvre que c'est un texte vraiment scandaleux. Ça devrait être interdit. Hein. C'est pour ça qu'avant que ce soit interdit par Trump ou je ne sais pas qui, il faut le lire. Hein, voilà, il faut le voler et le lire. Voilà. Alors, peut-être y a-t-il des amateurs de Baudelaire qui ont trouvé que c'était faux, enfin, ou des contestations, voilà, ou des gens qui sont super baudelairiens, qui aiment jouir dans la foule ou pas, enfin voilà, c'est pas jouir dans la foule, c'est jouir de la foule. Hein. Jouir dans la foule, c'est autre chose encore, c'est au Cap d'Agde. Grand silence de la non-foule, voilà. Hein, c'est très bien. Voilà, il me semble que c'est important que dans des lieux plutôt de science, hein, comme le Quai des Savoirs, enfin, c'est plutôt quand même la direction, l'intelligence artificielle, etc. Il y a aussi la présence de la littérature. Et quand on dit la présence de la littérature, c'est la présence des arts, parce que dès qu'on parle de Baudelaire, évidemment, c'est aussi la peinture qui arrive, et c'est aussi la musique, hein, bien entendu. Bon, le personnage qui est là est quelque peu wagnérien, on voit bien voilà, le personnage qui est là. Et donc, effectivement, on aurait pu faire cette conférence aussi avec la foule dans la musique. Hein. Par exemple, j'aurais pu, au lieu de prendre le tableau de Jérôme Bosch qu'on a montré tout à l'heure, j'aurais pu prendre un morceau de La Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach, où, vous savez, donc, la foule, la même, hein, qui accompagne le Christ dans le portement de croix. Et donc Bach s'est débrouillé pour faire, il y a deux chœurs dans la Passion selon saint Matthieu, et donc ces deux chœurs vont imiter les bruits de foule avec des claquements, des bruits, etc. Et donc il y a évidemment la voix de l'apôtre hein, qui accompagne la chose, et puis il y a cette idée que la foule, absolument méchante, abominable, etc., veut la mort du Christ et veut que Barabbas soit assassiné. Donc il a réussi avec les deux chœurs, avec l'accompagnement mélodique, avec l'orchestre entier, à faire qu'il y a la foule, et la foule est horrible, hein, voilà, avec des désaccords dans le son, enfin tout ça. Bon, la foule en musique, chez Bach, est la même que la foule chez Bosch. Hein. C'était une foule détestable, et en fait, évidemment, il y a le Christ qui est au milieu, qui lui est sublime, hein, voilà. Ou bien Saint-Pierre, pour le moment, qui est sublime, mais douloureux. Donc on aurait pu développer ça aussi là, comme ça, et aussi il y a une ligne, évidemment, qui est la foule au cinéma. Hein, et alors on voit bien, effectivement, que le cinéma, au XXe siècle, et maintenant au XXIe siècle,
provoque beaucoup d'images de foule. Enfin, d'une part, attire la foule. Hein. Il y a des foules de gens qui vont à Cannes ou ailleurs, qui voient des films, mais montre la foule, et montre la foule avec ses différentes valeurs. Hein. L'abomination, la désolation, l'écrasement, enfin, voilà, dans Le Dictateur, Charles Chaplin, les temps modernes, des choses comme ça, on voit l'horrible foule. Hein, voilà. Et puis aussi, effectivement, la foule qui transforme le monde, hein, dans les films soviétiques anciens, dans Cuirassé Potemkin ou autres. Donc la foule est porteuse, comme chez Victor Hugo ou d'autres, des valeurs du peuple. Et puis, effectivement, il y a dans les films modernes, je ne sais pas, Romer, moderne, mais déjà un peu ancien, il y a l'individu qui est à l'intérieur de la foule, qui a la jouissance de rencontrer des femmes, l'amour dans la foule, voilà, avec cette perte. Voilà, beaucoup de cinéastes contemporains aiment filmer effectivement les foules, et puis un personnage ou deux s'isole et on suit les personnages. Donc il y a effectivement toute une histoire de l'art et des foules avec les variations. Les variations. Et dans une époque comme toutes les autres où ce mot foule est à la fois un mot détestable, enfin voilà, la foule est une figure négative, hein, voilà, il faut fouler la foule est pleine de fous, enfin tout ça. Et puis en même temps, il y a une autre idée, il y a effectivement une beauté de la foule, une beauté à contempler la foule, un plaisir à être dans la foule, être perdu dans la foule. Il y a un plaisir à être comme un mouton, hein, par moment, effectivement, parfois d'acheter tous ensemble des barbapapa à la fête populaire, hein, voilà, de faire voilà, plaisir de faire la même sottise en même temps que les autres. Hein, enfin, sottise, pas grave dans le cas de la barbapapa, mais on sait que c'est pas terrible. Hein, voilà. Mais voilà, de se précipiter pour manger des McDo dans l'endroit où il y a le plus de monde, dans le McDo le pire, où il y a le maximum de monde. Enfin voilà, tout ça est une dimension importante, hein, du rapport qu'on a à la foule. Ah oui. Alors là c'était, vous voyez, je ne suis pas très bon. C'est Victor Hugo est enterré en 1882 ou 3, je ne sais plus. Voilà. Alors là c'est la synthèse. Victor Hugo qui détestait les foules au début, hein, bon, c'est la figure du personnage romantique, etc. Transforme un petit peu l'idée avec cette idée de peuple. Et puis le jour où il est enterré, eh bien, il y a un accord relativement unique dans l'histoire de la poésie. Au funérailles de Victor Hugo, il y a eu à peu près 1 million de personnes dans la ville de Paris, qui à l'époque avait beaucoup moins de monde qu'aujourd'hui. Et ça a été un très grand succès. Enfin, les gens sont venus et toutes sortes de gens sont venus. On le voit sur la photo. Et il y a eu cette proclamation étonnante des prostituées de Paris qui ont décidé que les passes étaient gratuites le jour de l'enterrement de Victor Hugo. C'est extraordinaire. Voilà. Je ne sais pas si c'est tout à fait vrai, mais enfin bon, on raconte ça en tout cas. Voilà, on le dit. Et Victor Hugo avait demandé que pour ses funérailles, il y ait la prière de toutes les âmes et le silence de toutes les églises. Et le résultat, ça a été cette énorme masse de gens. Et voilà, c'est un moment très particulier où Victor Hugo avait réussi à faire un accord avec le peuple français, hein, plus que le peuple français à ce moment-là, et la foule l'est bien rendue. Et alors c'est une sorte de paradoxe, hein, le poète romantique par excellence, le poète exilé, enfin tout ce qu'on veut, voilà, qui aimait bien se photographier tout seul et qui se prenait vraiment pour un génie, et qui l'était au demeurant, a réussi à constituer une foule gigantesque. Bon, on va dire qu'aujourd'hui, aucun écrivain français, s'il meurt, on aura l'équivalent de la même foule. Voilà, il n'y a aucune chance. Alors il était à la fois parce que c'était un écrivain, un poète, mais aussi un homme politique très important, très détesté et très aimé, tout à la fois dans ce genre. C'est un grand communicant. Voilà. Alors ça, c'est une image typiquement du 19e siècle et qui indique bien effectivement cette ambiguïté de la foule qu'on peut détester. Et puis en même temps, c'est elle qui accompagne effectivement le cercueil du grand homme et qui est seul parmi la foule qui l'accompagne. Probablement, il était assez content d'être mort dans ces conditions. Voilà le personnage. Voilà pourquoi je l'avais mise là. Voilà. Alors, elle chante effectivement ce plaisir d'être emportée par la foule, etc. Elle ne regrette rien, elle est emportée par la foule, effectivement, qui l'enterre, etc. Alors, il y a effectivement la foule, on va dire, comme mouvement extraordinaire, musical, qui nous emporte complètement et qui nous perd. Ça, c'est l'ivresse de la foule, c'est l'ivresse de la multitude, hein, dont parle comment dire, Baudelaire aussi. Alors lui, il y a une autre idée, c'est aussi une espèce de curiosité esthétique, de regarder à l'intérieur les gens qui sont là, les curiosités, de rêver sur des romans possibles, et de ne pas les écrire. Voilà. Et donc ça, c'est pour lui jouir de la foule. Ouais. Oui, après, bon, le mot foule apparaît beaucoup en littérature. Hein. Il y a, bon, assez régulièrement, il y a un poème de Victor Hugo sur la nuit, de Victor Hugo comment dire, de Henri Michaud, les questions de la nuit qui fait houle, la nuit qui fait foule, enfin voilà, houle, enfin voilà. Il joue dessus, voilà. Voilà. Merci. On peut remercier Yves Jepin. Dans ce lieu si lointain. Bonsoir.